Bienvenue à tous. Donc, notre planète brûle et nous laïcons. Il y a peut-être d'autres moyens. Donc, Primevert a le plaisir d'accueillir Arthur Grimaud-Pont. Et donc, Arthur va se présenter. Il est ingénieur, chercheur, donc trouveur, je pense aussi. Et il a écrit un livre qui sera en dédicace à la fin, à l'arrière de la salle, en dédicace et en vente. Et donc, quelques petits points techniques. Donc, il y aura à peu près 30 minutes de présentation et après, on a jusqu'à 1 heure de questions-réponses. Donc, on pourra aborder tous les sujets qu'on veut. La dédicace, je l'ai dit. Et donc, le livre qu'Arthur a écrit, c'est Algocratie, vivre libre à l'heure des algorithmes, aux éditions Actes Sud. Toutes les conférences sont enregistrées au niveau audio. Et maintenant, la nouveauté, c'est qu'elles vont être sur le site internet de Primevert une quinzaine de jours après la fin du salon. Donc, salon primevert en un seul mot.org. Et pour les questions, donc un micro passera dans la salle. Donc, attendez bien d'avoir le micro, que tout le monde entende bien. Et ben, bonne conférence. Et puis, Arthur, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Arthur Grimaud-Pont. Comme cela a été dit, je suis ingénieur. J'ai été chercheur à l'École urbaine de Lyon, qui est un institut qui s'intéresse à la vaste question de l'Anthropocène. Et je suis consultant spécialisé dans les enjeux de transition face aux crises globales. Et je suis invité ici au titre de mon premier essai, qui s'appelle Algocratie, qui est paru chez Actes Sud fin 2022. Et qui est préfacé par Jean-Marc Jancovici. Donc je viens vous parler de cet ouvrage, Algocratie, qui parle donc du pouvoir, notamment des algorithmes dans notre société, ce qui est une thématique qui ne semble pas immédiatement liée à celle de l'écologie, mais vous allez voir en quoi c'est largement le cas. Merci en tout cas d'avoir fait confiance à un titre obscur et d'être venu si nombreuses et nombreux à cette conférence dans un salon qui n'est finalement pas immédiatement lié à la question qui m'occupe ici. Ce qui a motivé à écrire ce livre, c'est d'essayer d'expliquer un paradoxe. En 1920, il y a un écrivain de science-fiction britannique qui s'appelle Herbert George Wells, qui était très célèbre, qui a dit « L'histoire de l'humanité ressemble de plus en plus à une course entre l'éducation et la catastrophe ». Donc on comprend bien ce qu'il veut dire par là. On a l'impression qu'il y a une course permanente entre la capacité de l'humanité à apprendre de ses erreurs et puis la catastrophe qu'elle s'apprête à subir. Alors, Herbert George Wells parlait à l'époque des rivalités entre puissances géopolitiques et aujourd'hui, on a plutôt l'impression que l'humanité est en train de perdre une course contre la catastrophe écologique qu'elle livre elle-même donc à la planète et contre elle-même. Le paradoxe que j'essaye de résoudre, c'est que depuis 1920, donc depuis un siècle, l'humanité a fait des progrès gigantesques en termes d'éducation. Par exemple, le niveau moyen d'éducation sur Terre a énormément progressé. L'alphabétisation a énormément progressé également. La vitesse de circulation de l'information a énormément augmenté. On a beaucoup plus de temps libre, on travaille moins aussi en moyenne. Donc toutes ces conditions réunies auraient dû en théorie nous permettre d'atteindre un sommet dans notre capacité à nous éduquer, à nous informer, à coopérer pour résoudre toutes sortes de défis collectifs, comme le changement climatique par exemple. Mais au lieu de cela, on a l'impression que l'humanité est collectivement de plus en plus stupide et on a l'impression de foncer comme un troupeau aveugle dans le mur écologique. Donc c'est ce paradoxe que j'essaye d'expliquer, de contribuer à expliquer. Comment on en est arrivé à cet état d'inaction collective malgré la profusion de connaissances scientifiques sur l'état écologique de la planète, par exemple. Alors, la trajectoire des sociétés humaines résulte dans une large mesure de la diffusion de l'information, au sens large, les connaissances, les croyances, les opinions, les idées. Ce sont ces idées qui déterminent l'issue des élections, déclenchent des révoltes, nous conduisent à adopter tel mode de vie plutôt que tel autre. Et donc la tradition philosophique occidentale accorde une place fondamentale aux idées et au débat des idées pour faire émerger les idées supposément les meilleures. Donc le débat public, c'est quelque chose qui est considéré comme absolument essentiel et la meilleure façon de garantir
à chacun le droit de pouvoir prendre à ce débat public, c'est bien sûr la liberté d'expression et la liberté d'opinion qui va avec. Donc, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose dans son article 11 que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Donc ça semble un très bon départ pour permettre le débat des idées, qui permettra lui de faire émerger les meilleures idées. Mais de la même façon que le droit de propriété ne dit strictement rien de la juste répartition des richesses, la liberté d'expression ne dit rien de la bonne distribution des tours de parole. Qui distribue ces tours de parole, qui détermine quelles idées on voit au chapitre, quelles sont les règles du jeu du débat public. En fait, ces règles du jeu déterminent par avance quelles idées vont être largement rendues visibles et quelles idées vont être largement invisibilisées. Et c'est paradoxal de nous préoccuper autant et d'accorder autant d'importance au débat public, mais aussi peu aux règles qui déterminent par avance son issue. Donc, quelles sont les règles du débat public? Qu'est-ce qui fait qu'une idée est largement rendue visible ou largement rendue invisible? Moi, ce qui me préoccupe, et peut-être que c'est le cas d'entre vous beaucoup ici, c'est pourquoi l'enjeu écologique est-il si maltraité, si peu traité, si invisible dans le débat public, dans l'agenda politique également. Alors, comme on n'est pas omniscient, on est obligé d'utiliser des intermédiaires, c'est-à-dire des médias, pour connaître l'état du monde au sens large, pour construire et mettre à jour notre représentation du monde. On n'a accès qu'à une minuscule portion de la planète tout au cours de notre vie. On va discuter qu'avec une toute petite poignée d'humains. On va lire qu'une infime fraction de tous les livres qui existent et de tous les journaux qui existent. Mais on doit bien se fier à des intermédiaires de confiance, à ce qu'on juge être de confiance, qui sont nécessairement donc des médias au sens large, des intermédiaires entre l'information brute et la connaissance et les opinions. Donc, il existe aujourd'hui deux grands types de médias, ceux qu'on pourrait regrouper sous le nom de médias traditionnels, la radio, la presse et la télévision, et les médias sociaux, qui sont les médias modernes, qui incluent notamment les réseaux sociaux. Donc YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, vous avez tous entendu ces noms-là. Donc chaque grand type de média a obéi à ses propres règles du jeu et donne ses propres règles du jeu pour façonner la diffusion des idées. Pour ce qui concerne les médias traditionnels, c'est un des sujets que j'évoque dans mon livre, mais qui n'est pas le sujet principal de mon livre, comme vous le verrez. Pour ce qui concerne les médias traditionnels, il y a quelqu'un qui a écrit à toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. La classe qui dispose des moyens de production matérielle dispose en même temps, de ce fait, des moyens de la production intellectuelle, si bien qu'en général, elle exerce son pouvoir sur les idées de ceux à qui ces moyens font défaut. C'est Marx qui a écrit cette phrase en 1845, donc il y a très, très longtemps, et cette phrase reste tout à fait d'actualité, puisque aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, y compris ce qu'on appelle démocratiques, il y a une poignée de milliardaires ou de familles fortunées qui contrôlent la majorité des médias, traditionnels, donc presse, radio et télévision. La France, malheureusement, ne fait pas exception à cette règle. On estime qu'en 2022, il y a une dizaine de milliardaires qui détiennent 80% des parts de marché de la presse nationale quotidienne et 60% des parts d'audience de la télévision. Et évidemment, comme l'accumulation de capital monétaire a partie liée avec l'exploitation des ressources, et donc la destruction du monde au sens large, il est complètement naïf d'attendre de ceux qui ont un intérêt de court terme à ce que rien ne change, de mettre en branle le changement à l'échelle collective. Donc l'invisibilité de la cause écologique au sens large dans les médias mainstream ne doit pas étonner, c'est la condition de fonctionnement de ces mainstream qui appartiennent donc aux intérêts aujourd'hui du capital, en tout cas dans leur majorité. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, le premier mode d'accès à l'information, donc à ce qu'on pourrait appeler au marché des idées, ce n'est plus ni la presse, ni la radio, ni la télévision. C'est devenu les réseaux sociaux qui constituent la première porte d'accès à l'information. Et eux, ils obéissent à des règles tout à fait différentes des médias traditionnels. Alors YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, TikTok, vous êtes toutes et tous probablement utilisateurs et utilisatrices d'au moins quelques-uns de ces médias sociaux.
Ils ont des fonctionnalités et des apparences distinctes, mais ils partagent essentiellement le même modèle économique. Ce modèle économique consiste à construire une gigantesque base d'utilisateurs, typiquement plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d'utilisateurs, à capter leur audience et leur attention, et à convertir cette attention en revenus publicitaires. Donc ça veut dire que les plus puissantes entreprises du monde, les plus influentes, celles qui ont la plus importante capitalisation boursière, bâtissent leur fortune sur une ressource rare et limitée, bien qu'immatérielle, qui est notre temps de cerveau disponible, notre temps d'attention. C'est du temps que nous passons sur ces plateformes que dépendent immédiatement leurs revenus qui se comptent en plusieurs dizaines, centaines, milliers de milliards d'euros. Donc ça veut dire que les plus grandes entreprises du monde aujourd'hui sont en compétition pour extraire cette ressource rare et limitée qui est notre temps d'attention. C'est ça qu'on appelle l'économie de l'attention. Parfois on dit aussi la guerre de l'attention. Alors l'économie de l'attention, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. On peut se souvenir par exemple du patron de TF1 qui avait déclaré il y a déjà quelques décennies notre métier c'est de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Mais ce qui est radicalement nouveau, c'est l'extraordinaire capacité des médias sociaux, des plateformes numériques, à exploiter et capter ce temps d'attention. Ces médias sociaux étaient totalement inexistants il y a une quinzaine d'années, donc quand j'étais ado. Et aujourd'hui, ils se sont imposés comme tout premier usage du web, en temps passé comme en nombre d'utilisateurs. Si vous prenez simplement l'exemple de YouTube, par exemple, tous les jours, en cumulé, l'humanité regarde 120 000 ans de vidéos sur YouTube. Sur TikTok, on est déjà à plus de 100 000 ans également. Une application qui n'existait pas ou quasiment pas il y a 2 ans. Et là où ça commence à devenir assez troublant, c'est que sur les 120 000 ans de vidéos regardées chaque jour par l'humanité sur YouTube, les 3/4 sont le fruit d'une recommandation algorithmique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une recommandation algorithmique? C'est simplement les vidéos suggérées en bas à droite quand vous regardez une vidéo sur YouTube, ou les vidéos qui sont lancées automatiquement par autoplay, on dit, à l'issue d'une première vidéo. Ou bien ce sont ces contenus qui sont suggérés les uns après les autres dans un fil d'actualité quand on scrolle sur Insta, sur Snapchat, sur Facebook. Toutes ces applications ont la même fonction. Elles génèrent des contenus automatiquement, donc on navigue dans un flux ininterrompu d'informations, d'idées, de contenus qui nous sont presque exclusivement suggérés par algorithme. Alors pourquoi il serait problématique de laisser des algorithmes choisir ce à quoi on accorde notre attention? Finalement, on peut se dire qu'ils nous sont d'une grande aide puisqu'on navigue dans un tel océan d'informations aujourd'hui qu'on peut leur être gré de nous recommander des contenus qui captent aussi efficacement notre attention, puisqu'on pourrait se dire, si ça capte mon attention, c'est quelque part que ça m'intéresse. Donc ces algorithmes sont finalement redoutablement efficaces et utiles. Je ne sais pas si vous utilisez certains des médias sociaux que j'ai cités, mais pour ce qui me concerne, bien qu'étant tout à fait conscient de leur travers, j'utilise régulièrement YouTube, par exemple, et je suis fasciné par l'efficacité de l'algorithme à me suggérer des vidéos qui me passionnent. Vraiment, je pourrais passer des heures et des jours, des années à regarder toutes les vidéos de YouTube, tant il a une capacité à cerner ce qui m'intéresse. Donc, c'est très difficile de comprendre quel est le problème, finalement. Le premier problème de laisser un algorithme choisir ce à quoi on accorde notre attention, c'est que ce qui capte notre attention n'a rien à voir avec notre intention profonde. Pour le comprendre, si vous êtes sur l'autoroute et que vous passez à côté d'un accident, votre regard va être presque irrésistiblement attiré par cet accident de la route. Et de ce type de comportement, un algorithme déduirait que vous adorez regarder des accidents de la route et vous en suggérerez à nouveau à regarder tous les kilomètres. Et c'est ce qui se produit à grande échelle sur tous les réseaux sociaux pour les 4 milliards d'utilisateurs de ces plateformes. C'est-à-dire que notre cerveau n'a pas évolué pour comprendre ce qui était vrai ou faux, ce qui était utile ou inutile, mais pour résoudre des questions de vie ou de mort qui se présentaient à nous souvent de façon immédiate. Donc par exemple, on a tous et toutes un attrait inné pour le sucre dès la naissance, dans toutes les sociétés et toutes les cultures du monde, qui est donc indépendant de notre culture. Et cette préférence innée pour le sucre est née de notre passé évolutif. On a évolué pendant des centaines de milliers d'années dans un environnement où les aliments sucrés étaient rares et difficiles à se procurer, et néanmoins très utiles parce qu'ils nous procuraient de précieuses calories. Mais dans le monde contemporain, où des entreprises agroalimentaires et la grande distribution peuvent exploiter et renforcer ce penchant inné pour le sucre, on aboutit aux conditions de la mise en place de la plus grande pandémie mondiale, celle de l'obésité qui touche aujourd'hui 800 millions de personnes. Il y a un parallèle vraiment étonnant qu'on peut faire entre la consommation de sucre et la consommation de ce qu'on pourrait appeler des sucreries mentales.
Aujourd'hui, des entreprises sont capables d'exploiter notre temps d'attention et de nous rendre en état d'infobésité face à la quantité d'informations consommées, en suscitant et en promouvant toutes les informations qui captent notre attention instantanée. Donc toutes les informations qui, dans notre passé évolutif, nous auraient procuré un accès facilité à un statut social, à l'évitement d'un danger immédiat, à la reproduction, à ce type d'information-là est disons, extrêmement efficace pour retenir notre attention. Pour prendre un autre exemple, donc là, vous êtes toutes et tous très attentifs, mais si quelqu'un se met à crier dans la salle d'à côté ou des gens se mettent à s'engueuler bruyamment, on va tous mécaniquement leur accorder notre attention, même s'ils disent des choses parfaitement inintéressantes ou qu'on ne comprendra pas, et parce qu'on est un peu conditionné pour accorder notre attention à ce qui génère du débat, par exemple, et, parce que ça nous aurait permis d'éviter un danger immédiat. Et donc tous ces contenus sont terriblement favorisés sur les réseaux sociaux et terriblement amplifiés. Donc si l'on croit jouir d'une quelconque liberté d'information et d'opinion en scrollant sur un fil d'actualité, c'est un peu comme si notre liberté d'aller et venir était circonscrite à un centre commercial géant. On ne contrôle absolument pas l'environnement dans lequel on navigue et tout est fait pour retenir notre attention. Alors quelles conséquences ce paysage de l'information a ? Moi, je me suis beaucoup intéressé aux conséquences de ce paysage de l'information sur la prise en considération des questions écologiques, mais j'ai aussi étudié ce que ça produisait à d'autres échelles, notamment à l'échelle individuelle. Alors, le cas des enfants est assez bien connu. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient des enfants qui sont scotchés aux écrans. Aujourd'hui, dans les pays de l'OCDE, dont la France, les enfants passent entre 2 et 3 fois plus de temps sur des écrans qu'à l'école. Sur YouTube, les chaînes spécialisées pour enfants, donc il y a une chaîne qui s'appelle YouTube Kids, c'est la chaîne, il y a une partie de YouTube qui s'appelle YouTube Kids, c'est en fait la section de YouTube la plus consultée. Il y a des chaînes qui cumulent plusieurs centaines de millions d'abonnés, principalement des jeunes enfants, et plusieurs milliards de vues. Il y en a une par exemple, si vous voulez aller y faire un tour, c'est assez intriguant, ça s'appelle Cocomelon. Il y a des vidéos qui cumulent plusieurs milliards de vues. Et pour un adulte, c'est vraiment effrayant quand on se promène dans ce genre d'univers. Ce sont que des vidéos ultra ressemblantes les unes aux autres, avec des couleurs criardes et des comptines entêtantes, et des scénarios qui n'ont ni queue ni tête. On ne comprend même pas ce que veut dire la vidéo, en fait. Mais ces vidéos exercent une sorte d'attraction absolument magnétique sur les enfants qui peuvent rester scotchés des heures devant l'autoplay de YouTube. Une des raisons pour lesquelles on ne les comprend pas du tout, nous autres adultes qui allons sur ces réseaux sociaux, c'est que ces vidéos, en fait, leur scénario est rédigé par des intelligences artificielles qui ont compris comment exploiter toutes les failles du cerveau de l'enfant, toutes les failles de l'addiction du cerveau des enfants. Et paradoxalement, ce sont des acteurs humains qui obéissent à des scénarios rédigés par intelligence artificielle. Et donc les enfants, finalement, abandonnent une grande partie des activités essentielles au bon développement de leur cerveau, comme la lecture ou la discussion, ou même l'ennui, pour la passer devant un état passif devant des écrans. Donc, il y a Michel Desmurger, qui est docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM, qui est une prestigieuse institution de recherche médicale, qui a écrit un livre qui s'appelle « La fabrique du crétin digital ». Et il écrit, donc Michel Desmurger, « Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute dans l'histoire de l'humanité, une telle expérience de décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle. » Donc Michel Desmurger est quelqu'un de très mesuré habituellement, docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM. On lui apprend énormément de prudence dans ce qu'il écrit. Il ne fait pas ce qu'on appellerait du cherry picking. Il ne cherche pas uniquement à trouver les études qui confirment son point de vue. Il essaye de donner un état des lieux des connaissances scientifiques sur un phénomène dans son livre. Donc le fait qu'il adopte un point de vue aussi radical sur la question laisse entrevoir la gravité du problème en cours. Mais quand on est adulte, on a souvent bien raison de se préoccuper du cerveau et du bon développement du langage des enfants, mais on se préoccupe un peu moins de ce qui nous concerne. Or, Michel Desmurger, dans son livre, met en avant un effet qui est absolument effrayant. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'effet Flynn, du nom du chercheur qui l'a mis en exergue. L'effet Flynn désigne l'augmentation du QI de l'humanité depuis le début du XXe siècle. Dans toutes les régions du monde et toutes les cultures, on observe que le nombre de points de QI augmente à raison d'environ 3 points par décennie, dans toutes les régions du monde. Et au début du XXIe siècle, il y a eu un retournement historique de cette tendance,
et l'humanité a perdu des points de QI graduellement. Et Michel Desmurger attribue cette nouvelle tendance au paysage de l'information et notamment à cette utilisation massive des écrans, dont les médias sociaux. Donc ça, c'est un effet qu'on pressent, dont on est généralement relativement bien informé, mais même si on a du mal à résister face aux écrans et à l'économie de l'attention. Ce qui est plus ignoré du débat public, en revanche, c'est les conséquences des médias sociaux à l'échelle collective. Alors, il y a de très nombreuses conséquences des médias sociaux sur l'échelle collective. Peut-être l'une des plus connues, c'est la formation de ce qu'on appellerait des bulles informationnelles. Ça désigne le fait qu'on vit en fait dans des microcosmes numériques parallèles dans lesquels on n'accède qu'à un tout petit nombre d'informations sur le monde, et ce sont des informations qui confirment ce que l'on pense déjà. On a tous, en tant qu'humains, un biais de confirmation qui a une tendance à préférer rechercher et consulter des informations qui confirment notre croyance initiale. C'est antérieur aux réseaux sociaux. Hein, quand on a une sensibilité, par exemple, politique plus à gauche, on lit de la presse principalement à gauche et inversement sur la droite. Mais sur les réseaux sociaux, on atomise complètement les flux d'informations et on permet de, en gros, brosser chacun dans le sens du poil, mais à une échelle granulaire extrêmement petite. C'est-à-dire que vraiment, on peut servir les informations qui plaisent à 8 milliards d'humains instantanément. En fait, le problème des réseaux sociaux ne se limite pas au renforcement des bulles informationnelles, mais leurs algorithmes ont aussi tendance à nous attirer vers des sujets sur lesquels on a le plus de chances de développer un point de vue radical, puisque la radicalité, c'est un précieux gage du temps que l'on va passer sur ce réseau social à nous repaître de contenu extrême et à nous insurger contre les visions du camp opposé. Par exemple, en 2016, Facebook a mené une étude pour voir qu'est-ce qui poussait des gens à rejoindre des groupes radicaux, fondamentalistes religieux, par exemple, sur la plateforme. Parce qu'il y a des centaines de milliers de groupes de ce type qui arrivent tous les jours sur la plateforme. Qu'est-ce qui fait que les gens rejoignent ces groupes? C'est principalement l'algorithme de YouTube qui conseillait aux gens d'arriver dans ces groupes-là, puisque une fois qu'on est dans cet écosystème médiatique ou cet écosystème de pensée, on a beaucoup de chances de vouloir y consacrer énormément de temps. Un autre effet des réseaux sociaux à l'échelle collective, c'est tout ce qui concerne la désinformation. Donc ça, un peu pareil, on le dit, on s'en doute, mais on ne mesure souvent pas l'ampleur de cette désinformation. Sur Twitter, par exemple, un tweet faux se propage en moyenne 6 fois plus vite qu'un tweet vrai, authentique, vérifié sur une information donnée. Donc ça donne une idée de l'état de la vérité sur un réseau social. En fait, c'est grâce à ce type de mécanisme que la théorie QAnon, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, a pris une ampleur considérable aux États-Unis et même en Europe. Donc QAnon, c'est un des plus vastes théories conspirationnistes du XXIe siècle aujourd'hui. En 2021, elle a atteint son pic. On estime qu'un électeur républicain sur 3 adhérait à la thèse centrale de ce mouvement QAnon. Alors cette thèse centrale, je vous la cite, c'était l'idée que les démocrates étaient des pédophiles assoiffés de sang et qu'ils élevaient des bébés dans leur cave pour boire le sang de ces bébés et accéder à la santé éternelle. Donc c'est une théorie qui aurait probablement paru absurde à des personnes au Moyen-Âge, sans aucune éducation critique, scientifique, voire illettrée. Et aujourd'hui, le paysage de l'information a donné lieu au fait qu'un électeur républicain sur 3 aux États-Unis adhérait à cette thèse. Donc ça laisse une image un peu de l'ampleur de la désinformation sur les médias. Une autre conséquence des médias sociaux à l'échelle collective, c'est le dévoiement des élections et des démocraties plus largement. Quand on cherche à expliquer l'élection de Donald Trump en 2016, énormément de politologues s'y sont essayés, énormément d'analystes ont donné des explications, et en fait c'est quelque chose de très multifactoriel. Mais ce qui est certain, c'est que l'algorithme de YouTube a joué un rôle considérable. Et c'est souvent assez ignoré. On retient davantage le rôle, par exemple, de Cambridge Analytica ou d'une éventuelle ingérence étrangère, notamment russe, dans l'élection de Donald Trump. Et en fait, l'algorithme de YouTube, tout simplement, son fonctionnement de base, a énormément favorisé Donald Trump. Ce qui s'est passé, c'est que, comme ce qui est faux retient mieux l'attention, comme ce qui est outrancier retient mieux l'attention, comme ce qui est exagéré, mensonger, outrancier, diffamatoire retient mieux l'attention, l'algorithme favorisait les contenus, disons, sur lesquels
Donald Trump avait axé toute sa stratégie de communication. Si vous prenez le programme de communication de Barack Obama, 4 ans auparavant, il avait dit à toute son équipe de campagne, on va faire quelque chose, c'est qu'on va axer toute notre campagne politique sur la construction et la proposition, et jamais dans l'accusation et la critique de l'adversaire, parce qu'il jugeait ça plus constructif. Et en disant ça, je ne juge pas du tout le programme en lui-même, je dis juste quelle était sa stratégie de communication. Donald Trump a fait précisément l'inverse. Il a dit, je ne vais rien proposer, je vais faire exclusivement diffamer mes adversaires politiques, quitte à mentir, quitte à exagérer, quitte à provoquer l'outrance. Et cette stratégie a été extrêmement efficace dans le paysage médiatique qui a servi son élection. Il y a une enquête du Guardian, donc un célèbre quotidien britannique, qui a montré que pendant la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis, 80% des contenus recommandés par l'algorithme de YouTube étaient favorables au camp républicain de Donald Trump. Aux États-Unis, il y a environ 150 millions d'utilisateurs réguliers de YouTube et l'élection s'est jouée à 50 000 voix près. Donc ça veut dire que rien qu'un tout petit billet de l'algorithme en faveur de Donald Trump aurait suffi à lui donner l'avantage. Mais ce billet, en fait, n'était pas tout petit, il était massif et systématique. Donc pour simplifier la situation, on peut dire que YouTube a fait élire Donald Trump. C'est le genre de choses que fait YouTube. D'ailleurs, YouTube profite énormément, et les médias sociaux, les algorithmes d'une manière générale, ça a été révélé par plusieurs enquêtes et par plusieurs journaux, favorisent les partis d'extrême droite. Et je ne prends pas parti en disant ça pour l'une ou l'autre des opinions politiques, c'est simplement un constat fait par des chercheurs que l'extrême droite est favorisée par les algorithmes des réseaux sociaux. Ce qui est simplifié, ce qui est simplificateur, ce qui est agressif, ce qui est haineux, ce qui est mensonger, diffamatoire et tout ça, tout ce type de contenu est juste rendu plus visible sur les réseaux sociaux, de façon purement mécanique. Alors on s'intéresse beaucoup évidemment en Occident à ce qui se passe à l'intérieur de nos frontières et donc à l'intégrité de nos élections, mais on regarde un peu moins ce qui se passe ailleurs sur Terre, notamment en lien avec les technologies qu'on participe nous-mêmes à produire. La Birmanie, c'est un État qui était relativement coupé du reste du monde jusqu'au tournant des années 2010. Et ce qui s'est passé, c'est que autour de 2013, la Birmanie s'est ouverte à l'international, et notamment Facebook est arrivé en Birmanie. Internet et Facebook sont arrivés à peu près en même temps et rendus accessibles à la majorité de la population birmane en 2013. En Birmanie, il y a une communauté qui s'appelle les Rohingyas, qui est musulmane, qui est rejetée par l'ethnie majoritaire birmane, pour qui le bouddhisme, dont ils se revendiquent, est indissociable de l'identité birmane. Donc cette communauté Rohingya est victime de discrimination depuis plusieurs décennies. Mais quand Facebook est arrivé en Birmanie en 2013, ça a fait l'effet d'un acide sur une plaie ouverte, puisque la communauté Rohingya s'est systématiquement vue victime d'accusations de viol, de désinformation à très grande échelle, qui ont été terriblement amplifiées par l'algorithme de YouTube, à tel point que, de façon assez logique finalement, des Birmans de l'ethnie majoritaire ont voulu se venger de cette communauté qui était si violente à leur égard, qui commettait des viols, du vol et de la violence à grande échelle. Tout ça n'était que le fait de désinformation répandue massivement par Facebook. Et ça a débouché, je cite l'ONU, en un nettoyage ethnique qui a mené à la mort de plusieurs dizaines de milliers de Rohingyas et au déplacement au Bangladesh voisin de plus d'1 million de Rohingyas. Donc ce sont des chiffres absolument colossaux, et Facebook est mis en cause dans la participation à ce génocide finalement. Il y a notamment des Rohingyas qui sont réfugiés aujourd'hui en Birmanie, qui intentent un procès à Facebook et qui réclament à la compagnie plusieurs milliards de dommages et intérêts en dollars pour la tragédie humaine dont Facebook se serait partiellement rendu coupable. Donc l'amplification des discords virtuels et la désinformation numérique se paye en vie humaine dans le monde réel. Un dernier effet que je vais aborder ici des médias sociaux à l'échelle collective, c'est le détournement de l'attention. C'est peut-être quelque chose d'encore plus grave que la désinformation. Simplement, ces effets, ces conséquences sont beaucoup plus difficiles à évaluer. Le détournement de l'attention, c'est tout ce qui fait que des sujets qui devraient occuper la une de l'actualité médiatique tous les jours sont largement invisibilisés ou traités de façon extrêmement superficielle. Mark Zuckerberg avait déclaré un jour devant ses actionnaires
un écureuil en train de mourir sur le pas de votre porte peut constituer un événement plus intéressant pour vous maintenant que des personnes en train de mourir en Afrique. Quand il avait dit ça, de façon extrêmement cynique, il entretenait une confusion entre, à nouveau, ceux qui captent l'attention instantanée et ceux qui devraient retenir toute notre attention à long terme. Et c'est ce qui se passe à très grande échelle sur les réseaux sociaux. On accorde énormément d'informations, finalement, à la futilité, au faux, et on laisse filer des questions d'importance vitale. En 1945, peu après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, il y a une poignée de scientifiques de renommée internationale, notamment certains qui avaient contribué au projet Manhattan, qui avait donc permis l'explosion de ces bombes atomiques, qui s'étaient réunis au sein d'un comité qui s'appelait le Bulletin of the Atomic Scientists. Et ce Bulletin of the Atomic Scientists, donc ces scientifiques, ont décidé de consacrer toute leur intelligence et toutes leurs ressources mentales à l'étude des menaces globales qui pesaient sur l'humanité. Donc à l'époque, c'était bien sûr le risque de conflit atomique généralisé qui était le plus préoccupant. Aujourd'hui, ce risque de conflit atomique n'a pas disparu, loin s'en faut. Il y a d'autres menaces globales qui sont venues s'ajouter et qui pèsent aujourd'hui sur l'humanité, notamment toutes les menaces d'ordre écologique et climatique. Mais les scientifiques ne se sont pas arrêtés là. En 2022, ils ont ajouté une autre menace à cette liste de menaces globales. C'est, je cite, je retrouve ma citation, un paysage de l'information corrompu empêchant toute prise de décision rationnelle. Donc c'est très intéressant que des scientifiques se rendent compte que le problème ne vient même plus spécifiquement de la description scientifique des problèmes, mais du fait même que l'on ne perçoive pas ces problèmes de façon collective et que ces problèmes ne puissent pas être traités démocratiquement, puisqu'ils sont mécaniquement invisibilisés par la diffusion de l'information. Il y a une théoricienne des systèmes qui s'appelle Donella Meadows, donc c'est la co-autrice du rapport éponyme, le rapport Meadows, là, qui fait l'objet de la commande du Club de Rome, ce fameux rapport qui prédit donc que l'économie va devoir mécaniquement, au degré de force, changer radicalement de trajectoire pour se soumettre aux contraintes d'ordre physique. Et Donella Meadows avait dit quelque chose de très clairvoyant dès 1993. Elle écrit « La ressource la plus rare n'est ni le pétrole, ni le minerai, ni l'air pur, ni le capital, ni le travail, ni la technologie. C'est notre capacité à nous écouter, à apprendre les uns des autres et à chercher la vérité plutôt qu'à avoir raison. » Donc cette citation peut paraître finalement assez consensuelle, mais elle est très profonde. On voit que 30 ans plus tard, 30 ans après que Donella ait prononcé ces mots, cette ressource, donc cette capacité à nous écouter, à apprendre les uns des autres et à rechercher la vérité plutôt qu'à avoir raison, c'est vraiment une ressource qui est en voie d'épuisement. Les médias sociaux, qui structurent notre rapport à l'information, sont en train d'épuiser à très grande vitesse cette ressource. Alors je regarde quel temps il me reste, 4h15. Je vais essayer de conclure assez brièvement. Je me donne jusqu'à 30. Donc évidemment, face à ces menaces terribles, la première solution qu'on a envie d'adopter, c'est de se protéger à l'échelle individuelle des médias sociaux. On a envie de s'en désinscrire, on a envie d'arrêter de scroller sur nos écrans. Et tout ça est évidemment souhaitable, y compris protéger ses enfants d'en faire autant. Mais quand on fait ça, on ne se protège pas du tout des effets des médias sociaux à l'échelle collective. On ne se protège pas des effets de la désinformation à l'échelle de la société. On ne se protège pas de la polarisation de la société. On ne se protège pas de toutes ces conséquences qui vont nous affecter de notre vivant. Une autre idée qu'on peut avoir spontanément, c'est de se dire, bon, ces médias sociaux, ils sont clairement vendus à des intérêts contraires aux nôtres, mais on pourrait bâtir des alternatives souhaitables qui obéissent, par exemple, à des règles du jeu définies démocratiquement. Donc ça, c'est très souhaitable, mais les réseaux sociaux, les médias sociaux alternatifs existent déjà. Pour un grand nombre d'entre eux, il y a une plateforme équivalente à chacun des médias sociaux. Simplement, ces plateformes, ces médias sociaux alternatifs, ne sont pas conçus pour être concurrentiels dans la guerre de l'attention. Ils sont conçus justement pour opérer de façon décentralisée, démocratique, et faire prospérer la vérité, par exemple, plutôt que le mensonge. Donc on se doute que s'ils ne sont pas conçus pour être concurrentiels dans la guerre de l'attention, ils sont voués à rester marginaux.
Je pense donc que la seule et unique façon de faire, c'est d'en passer par la loi. Donc c'est pas quelque chose de très original, hein. Si, par exemple, on est toutes et tous assez préoccupés par qu'est-ce que nos enfants apprennent à l'école, à juste titre, puisqu'ils vont passer un grand nombre de jours et d'heures de leur vivant, et pourquoi on se désintéresserait systématiquement des règles de diffusion de l'information alors que nous passons autant de temps sur les écrans. Donc passer par la loi, ça veut bien sûr pas dire que l'on s'en remet à des États pour définir quelle information on doit consulter ou pas. Ça veut simplement dire empêcher les plateformes d'adopter cette logique économique qui est celle de l'extraction du temps d'attention. Alors en Europe, on a pris une certaine avance sur ces questions, notamment avec 2 règlements, le règlement sur les marchés numériques et le règlement sur le service numérique, mais ça reste très difficile d'application et très timoré face à la gravité de la situation. En fait, il manque une mesure absolument essentielle qui est au cœur du modèle économique toxique des plateformes, c'est qu'il faut progressivement faire basculer leur modèle publicitaire sur un modèle par abonnement ou sur un financement participatif et public. En fait, c'est la seule façon, le fait qu'ils s'affranchissent de la publicité, pour quitter cette métrique de l'extraction du temps d'attention comme unique objectif visé par les plateformes. Il faudrait qu'on considère les plateformes comme ce qu'elles sont devenues, c'est-à-dire comme des places de village mondiales. Simplement, ces villages, aujourd'hui, au lieu d'être régis démocratiquement par des lois qu'on choisit tous ensemble, elles sont aux mains d'autocrates qui décrètent leurs propres lois. Donc, par exemple, quand Elon Musk rachète Twitter, du jour au lendemain, il peut choisir de licencier la moitié de ses équipes, notamment toutes celles qui s'occupaient de la modération et de la régulation de l'information sur Twitter. Et ça veut dire que en fait, ces médias sociaux, aujourd'hui, sont des régimes autoritaires avec des autocrates à leur tête. La simple idée qu'un individu seul puisse choisir les règles de diffusion de l'information pour des centaines de millions d'autres devrait nous paraître révoltante et absurde. Donc c'est vraiment cette idée-là qu'il faut attaquer. Aujourd'hui, pour conclure, sur Terre, il y a 2 grandes façons dont les États réagissent aux plateformes et aux médias sociaux. La première façon, c'est celle que je viens de décrire, celle, disons, de l'Occident au sens large, où les démocraties et leurs représentants politiques sont quelque part à genoux devant les plateformes sociales et elles leur deviennent essentielles pour parvenir, même démocratiquement, au pouvoir. Donc il y a extrêmement peu de régulation qui pèsent sur les règles de diffusion de l'information. Et de l'autre côté du monde, en Chine, il y a une situation exactement inverse qui se produit, où là, ce sont les médias sociaux qui sont à genoux devant le pouvoir, la puissance politique, mais centralisée. En Chine, vous savez que tous les médias sociaux occidentaux sont proscrits, et même des médias sociaux qu'on utilise à très grande échelle dans le monde, comme TikTok. Donc TikTok est développé par une entreprise chinoise qui s'appelle ByteDance. TikTok, c'est devenu l'application la plus utilisée, la plus téléchargée au monde en 2022. Il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs qui y consacrent en moyenne 1h30 par jour. Donc c'est 100 000 ans, je l'ai dit tout à l'heure, de vidéos vues cumulées tous les jours sur TikTok. Et ben, TikTok est interdite en Chine puisque l'État chinois a très bien compris le caractère puissamment nocif de cette plateforme pour, bien sûr, l'adhésion de la population à la propagande du Parti communiste, mais également pour la santé mentale et l'éducation de sa population. Donc il y a un homologue de la plateforme TikTok qui est développé en Chine qui s'appelle Douyin. Mais Douyin, son utilisation est restreinte à 45 minutes d'utilisation quotidienne. Douyin est fermé de 22h le soir à 6h le matin. Et sur Douyin, il y a des contenus scientifiques pédagogiques qui sont très largement promus. Donc on accède à un paysage de l'information radicalement différent de celui de TikTok. Si vous ne connaissez pas TikTok, ça vaut le coup, comme sur YouTube Kids, d'y faire un tour. C'est assez effrayant quand on n'est pas utilisateur de TikTok de voir ce qui s'y passe et le temps que l'humanité alloue à regarder les vidéos qui s'y trouvent. Les conséquences donc, de ces 2 modes très différents de réguler ou de ne pas réguler le paysage de l'information, d'une part aux États-Unis et d'autre part en Chine, fait que si vous posez la fatidique question à un enfant chinois, qu'est-ce que tu as envie de faire comme métier plus tard, la première réponse qu'il vous donne, ça va être scientifique. Deuxième choix, ça va être cosmonaute. Si vous posez la même question à un enfant américain aujourd'hui, la première réponse qu'il vous donne, c'est influenceur. Donc il y a vraiment 2 visions du monde radicalement différentes qui naissent. Et quelque part, le pouvoir politique chinois se trouve terriblement renforcé par sa gestion très coercitive et centralisée du paysage de l'information.
les Chinois n'ont jamais eu autant confiance dans leur gouvernement et n'ont jamais été aussi fiers de leurs institutions. Dans l'Occident, il se passe précisément l'inverse. On n'a jamais eu aussi peu confiance en nos gouvernements et en nos institutions. On pourrait dire que le socle de nos valeurs et de nos croyances collectives tend à s'éroder petit à petit. Et la Chine, en plus, utilise et renforce cet effet à grande échelle. Il y a un rapport de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire en France qui dit que Pékin emploierait plus de 2 millions de personnes à temps plein pour produire et diffuser de la désinformation sur les médias sociaux, à la fois à l'extérieur des frontières chinoises et à la fois à l'intérieur des frontières chinoises. Donc à l'intérieur des frontières, c'est évidemment pour servir le récit du Parti communiste chinois, le récit unificateur, centralisateur, la propagande du parti. Et à l'extérieur des frontières, ce n'est pas pour servir cette propagande qui finalement resterait probablement largement inaudible pour nous, c'est pour essayer de jeter de l'huile sur le feu de la discorde en Occident et dans les démocraties. Donc pour chaque sujet potentiellement clivant qui arrive dans le débat public, il y a des milliers, voire des millions de Chinois qui sont payés pour aggraver cette discorde en produisant de la désinformation pour l'un et l'autre camp. Donc, par exemple, pendant la mort de George Floyd aux États-Unis, donc il y a eu ces mouvements Black Lives Matter et tout ça, on a repéré sur les médias sociaux énormément de désinformation pour un camp comme pour l'autre. De façon étonnante, on ne cherche pas spécifiquement à enflammer un camp et à mettre en valeur un camp, mais on cherche à attiser vraiment le conflit. Et ça marche terriblement bien. Aujourd'hui, les démocraties occidentales sont de plus en plus ce qu'on appelle polarisées, c'est-à-dire il y a une opinion tranchée en faveur de l'un ou l'autre camp qui se dessine pour à peu près n'importe quel sujet de société, ce qui empêche bien sûr tout projet politique. Et c'est évidemment également le cas pour la question écologique. Je m'interromps ici et je ne spoil pas trop le traitement que je réserve à la question écologique dans mon livre, mais c'est une partie importante de mon livre. On va passer à une partie de questions et de réponses. Et à l'issue de ce temps, je serai à la sortie pour discuter et pour dédicacer des livres. Mais alors, il y a eu un problème dans l'envoi des livres aux libraires. Malheureusement, il n'en a reçu que 3. Peut-être qu'ils sont déjà partis à l'heure qu'il est. Mais je serais même très triste si vous ne pouvez pas les acheter. Et le libraire a gentiment proposé, pour réparer ça, d'expédier à ses frais aux personnes qui en font la demande le livre. Donc vous pouvez tout simplement laisser prénom et nom et recevoir chez vous le livre comme si c'était Amazon, sauf que c'est pas Amazon. Merci Arthur. Alors, les questions, et c'est le collègue qui est plus mobile des jambes qui fera passer le micro. Qui veut réagir, intervenir? Une question, madame, au milieu. Merci beaucoup, parce que vraiment, j'ai apprécié chacune de vos phrases au point de renoncer à noter et à décider de prendre votre livre. C'est un thème qui me passionne depuis très longtemps. Depuis très longtemps, je pense qu'on a un vrai mur de l'information dans notre pays qui est confisqué et en fait, qu'il n'y a plus de débat national, quoi. Donc, vous avez donné des pistes, effectivement, pour remédier à ça. Et moi, j'avais 2 choses à vous demander. Par rapport à... Je me suis abonnée à une revue qui s'appelle Média Critique, groupe Acrimed, qui fait un très bon travail d'observation sur ce qui se passe notamment à la télé, avec beaucoup d'humour en plus, donc c'est un plaisir de les lire. Mais en même temps, je me dis, je m'abonne à un truc, comme vous disiez, d'opinion, et c'est entre nous, et on tourne dans le même... dans le même aquarium, quoi. Et est-ce que c'est utile vraiment? C'est dommage parce que c'est un travail fou, mais il faudrait qu'il soit connu justement par d'autres personnes. Et je voulais vous demander aussi ce que vous pensez de l'association de Bernard Friot, malheureusement je ne me souviens pas du nom, qui avait fait tout un travail sur la presse par la cotisation. Je ne sais pas si vous connaissez ça, j'ai entendu une conférence à laquelle j'étais venue sans y croire du tout, et je suis sortie vraiment... convaincue que c'était une belle sortie aussi, une belle possibilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces conseils de lecture qui ont l'air tous les deux très, très intéressants.
Acrimed, j'ai un peu suivi ce qu'il faisait, mais je ne suis pas abonné ou je n'ai pas encore consulté Média Critique. L'objet qui se donne, en tout cas, semble très louable et ça me semble passionnant et urgent de s'intéresser à ces questions. Et pour ce qui concerne Bernard Friot, je connais évidemment la personne, mais je n'ai pas non plus consulté en détail le travail qu'il a consacré à ça. Je connais sur le sujet des médias, donc plutôt médias traditionnels, radio, presse, télévision, le travail de Julia Cagé, qui est prof à Sciences Po, et qui a fondé une association qui s'appelle Un bout des médias, qui vise à permettre l'achat de parts d'audience dans les médias, enfin l'achat de parts de capital de grands médias par les citoyens, pour que les citoyens aient voix au chapitre dans justement la ligne éditoriale de ces journaux et de ces médias. Donc ça semble très souhaitable, mais en fait, quand on s'intéresse à ce sujet, on fait face finalement au même problème mis en abîme, c'est-à-dire que moi-même, en écrivant ce livre, je me heurte à cette guerre de l'attention et cette guerre de l'information. Je produis un essai et je jette cet essai en pâture aux algorithmes sur les réseaux sociaux. J'essaye modestement de faire quelques publications et tout ça, mais je vois bien que on part perdant dans cette guerre de l'attention. C'est-à-dire que ce qui m'a motivé à écrire ce livre, c'est aussi j'ai cofondé une association d'intérêt général qui s'intéresse à comment assurer la transition écologique du système alimentaire. Et dans cette association, on a choisi d'occuper un rôle de médiation scientifique. Il y a principalement des personnes de sensibilité scientifique qui lisent beaucoup de choses scientifiques, mais qui se rendent compte que l'état de l'opinion publique sur un sujet diverge très fortement de l'état des connaissances scientifiques sur ce sujet. Et donc, on essaye de jouer un rôle de médiation. On lit beaucoup d'articles et on fait des rapports qu'on se veut très accessibles, très nuancés, très et intéressants sur la question de la transition écologique du système alimentaire. Et évidemment, si on cherche à influencer l'opinion publique ou à mettre des sujets à l'agenda politique, on est obligé de s'en remettre aux mêmes canaux de diffusion de l'information que n'importe quel autre acteur. Et donc, on produit un rapport de 150 pages, ça nous met 6 mois ou 1 an. Chaque virgule est sous-pesée, il y a énormément de travail de relecture, c'est très nuancé, c'est très sourcé scientifiquement, et c'est mis en concurrence contre un tweet, contre une vidéo mensongère. Et paradoxalement, ce deuxième type de format va générer infiniment plus d'audience que notre rapport. Et donc, on voit bien qu'on part quelque part perdant dans ces règles du jeu de diffusion de l'information. Pour citer Aurélien Barraud, dont j'admire beaucoup les prises de parole, il avait dit « Dans un jeu où on est sûr de perdre, il est inutile de faire un bon coup. Il faut changer les règles du jeu. » Et c'est vraiment quelque chose dont je suis absolument persuadé aujourd'hui. Quand on essaye de défendre la cause écologiste au sens large sur les médias sociaux ou dans les médias traditionnels, on peut tout à fait faire un bon coup ponctuellement. On peut tout à fait, d'ailleurs, moi je consulte énormément de contenu de très bonne qualité sur les questions écologiques. Il y a quelques youtubeurs ou quelques influenceurs sur LinkedIn qui font un travail de très grande qualité, mais simplement si on regarde leur audience en comparaison d'autres types de contenus, c'est absolument marginal et invisibilisé. Donc j'ai fait, comme j'ai dit, dédicacer préfacer mon livre par Jean-Marc Jancovici. Une des raisons, c'était bien sûr pour essayer justement qu'il m'aide à percer dans la guerre de l'attention, puisque son nom est connu, et comme il se trouve que je le connaissais un petit peu, il a accepté de le faire. Jean-Marc Jancovici, on pourrait dire que c'est un influenceur, parce que même à son corps défendant, il a quand même 600 000 abonnés sur LinkedIn et 200 000 sur Facebook. Donc c'est quand même des chiffres importants. Mais 200 000 abonnés sur YouTube, par exemple, il faut le comparer à Squeezie, qui est le YouTuber français le plus connu. Il a 20 millions d'abonnés. Donc il y a un facteur de 1 à 100. Dans un cas, on ne traite que de l'information qui peut être drôle, mais généralement très, très futile, très distrayante. Et dans l'autre, il y a des informations qui, qu'on soit pour ou contre ce que défend Jean-Marc Jancovici, sont quand même des informations assez utiles à traiter a priori collectivement. Donc on voit vraiment que ces règles du jeu de diffusion de l'information poursuivent des intérêts complètement orthogonaux à la poursuite de la vérité, de la nuance et également de la recherche de consensus. Bonjour. Dans tout ce contexte, que pensez-vous de l'annulation de la redevance audiovisuelle ? C'est assez catastrophique. Je n'ai pas
beaucoup de choses à en dire, puisque donc les médias traditionnels constituent une part de mon livre et de l'enquête que j'ai menée. Mais j'ai accordé plus de temps donc, à cette première porte d'accès à l'information que constituent les médias sociaux, puisque même quand je parle des médias traditionnels, évidemment, ils continuent à faire l'opinion, à jouer un rôle absolument primordial dans la façon dont se diffusent les idées. Mais par exemple, la première façon dont on accède à la radio, ou ça en passe de le devenir en France, c'est via les podcasts, la rediffusion par exemple. Pour les journaux, c'est plus en achetant le journal papier, c'est via des articles qui sont publiés sur le web. Et la façon dont on accède à tous ces contenus, ce n'est pas en se promenant sur le site dumonde.fr ou en allant sur franceculture.fr, c'est en général via un média social. Et c'est à nouveau l'algorithme qui va sélectionner quels contenus d'actualité qui ont été produits par des journalistes dans un média traditionnel, mais quels contenus sont sélectionnés. Donc il y a à nouveau une pression à l'audience qui s'exerce sur les médias traditionnels à cause de ce goulet d'étranglement des médias sociaux. Si vous discutez avec des journalistes, beaucoup vont vous dire que leur métier a radicalement été transformé du fait de l'omniprésence de ces algorithmes qui finalement finissent par leur dire ce à quoi ils doivent accorder leur attention eux-mêmes. Parce que ne pas se battre pour l'audience, c'est être de toute façon invisible dans l'écosystème médiatique. La redevance audiovisuelle, c'est ce qui permet en grande partie l'indépendance de certains médias, notamment des médias publics. Donc c'est ce qui leur permet de ne pas se soumettre à l'économie, à la guerre de l'attention. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel. Si vous avez l'application Radio France, donc Radio France a fait des très très bons scores d'audience, contrairement à beaucoup de médias traditionnels qui sont en perte de vitesse brutale face justement à l'invasion de TikTok, Instagram et tout ça. Radio France continue à être très largement, massivement écouté par les Français. C'est peut-être une bonne chose du fait du traitement de l'actualité qui est réservé, qui est peut-être moins subordonné à l'objectif du captage d'audience. Mais néanmoins, je trouve ça assez effrayant que quand on ouvre l'application Radio France, on ait une publicité pour Google ou pour immédiatement une première publicité qui s'ouvre. Donc même des services publics absolument essentiels finissent par se vendre en partie et probablement de plus en plus à l'intérêt publicitaire. Oui, bonjour. Deux choses. On a l'impression qu'on a perdu la guerre d'avance, là. Et même si Aurélien Barraud dit qu'il faut changer les règles du jeu, je ne sais pas si on a les moyens de les changer, les règles du jeu. Donc c'est une première chose, c'est assez pessimiste. Peut-être que vous nous donnerez un peu d'optimisme, je ne sais pas. Deuxièmement, il y a en ce moment les grandes grèves par rapport à la retraite. Je me dis, donc par rapport à ce que vous avez dit, les Chinois, ils mettent de l'huile sur le feu. Comment ils font et comment faire pour pas, dans cet exemple précis, se laisser entraîner par les Chinois. Troisième chose, j'ai l'impression, mais les gens qui sont à prime vert, là, c'est quand même des gens qui sont peut-être, qui essayent de ne pas être trop dans le système. Que ce soit le système alimentaire, le système de la consommation, etc., local, bio, près de chez nous, etc. Et qui, je pense qu'en majorité, on essaye de ne pas trop se faire bouffer par les réseaux sociaux. Ça fait quelques remarques, mais j'aimerais bien qu'on arrive à positiver un peu, parce que c'est vrai que c'est assez pessimiste. Alors, est-ce qu'on a perdu la partie d'avance ? Déjà, je pense que la question n'est pas binaire, quoi. On n'aura jamais totalement perdu la partie, on ne va jamais totalement la gagner probablement. Disons qu'il y aura toujours un certain fossé entre, par exemple, l'état des connaissances scientifiques et l'opinion publique, et ce fossé peut tendre à s'aggraver ou à se résorber. Il y aura de la même façon un fossé entre l'écart, disons, de normes morales profitables à l'humanité, des normes, par exemple, de coopération, de cohésion et tout ça, et le comportement qu'on adopte effectivement collectivement. Aujourd'hui, on a l'impression, en effet, que ces fossés, entre ce qui est souhaitable et ce qu'on fait en réalité, tend à s'aggraver, quoi. On a l'impression qu'en effet, on est en train de perdre cette fameuse course entre l'éducation et la catastrophe dont j'ai parlé en introduction. Mais il y a une multitude d'actions qui se jouent principalement à l'échelle politique qui peuvent aller dans le bon sens. Une des raisons pour lesquelles je garde un certain optimisme, c'est que l'Europe, comme je disais, s'intéresse beaucoup à ces questions. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail des choses qu'elle a faites, qui semblent quand même très utiles, en tout cas aller vraiment dans la bonne direction, à défaut d'être suffisant,
Bon, il y a eu d'abord le RGPD, là c'est très discutable, hein, l'utilité du RGPD pour le citoyen, même si l'intention est très bonne, ça favorise en fait pas mal des sites à très grande capitalisation boursière capables d'investir des montants importants dans le respect de cette norme donc, qui concerne la protection des données. Ensuite, il y a le Digital Market Act, donc le règlement sur les marchés numériques. Celui-ci, il est d'inspiration très libérale. Il vise en fait à empêcher les pratiques anticoncurrentielles entre géants du numérique pour permettre l'insertion de nouveaux marchés, de nouveaux acteurs sur le marché. Bon, je pense que là, on se trompe complètement de voie, puisque l'idée n'est pas de rendre ce marché plus libre. En fait, TikTok, par exemple, a brillamment réussi à s'insérer sur le marché de l'attention, alors qu'il était totalement inexistant. On se rend juste compte que les règles du jeu pour gagner la bataille de l'information sont celles qui sélectionnent le pire, en gros, quoi. Plus on est addictif et plus on a de chances de l'emporter. En revanche, il y a un deuxième règlement, qui est le règlement sur les services numériques, qui a été promulgué par l'Europe, qui lui va vraiment dans la bonne direction, puisqu'il consiste tout simplement à dire ce qui est permis dans le monde réel, on le permet dans le monde virtuel, ce qui est illégal dans le monde réel, on le rend illégal dans le monde virtuel. Donc l'intention est bonne, que l'on soit ou non d'accord avec les règles qui prévalent dans le monde réel. On peut se dire que c'est louable de dire que cet espace numérique, il doit obéir à des règles démocratiques. C'est en tout cas une intention souhaitable. Le problème est que cet espace numérique est si différent en fait, du monde démocratique qu'on ne peut pas y faire régner exactement les mêmes règles. Par exemple, Elon Musk, il était absolument sûr d'être partisan de la vérité et de la liberté d'expression quand il a voulu enlever toutes les règles de modération sur Twitter. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a licencié les milliers de personnes qui travaillaient à la modération des contenus sur Twitter, parce qu'il pensait que c'est de cette façon qu'on permettrait le mieux le débat des idées et la liberté d'expression. Mais en fait, l'absence de règles, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression et encore moins avec la démocratie. C'est une conception de la liberté, celle que défend Elon Musk, qui est en fait la même conception de la liberté qui permet aux habitants des États-Unis de porter une arme et qui en fait le pays avec le plus d'homicides par arme à feu, environ 40 000 morts par arme à feu tous les ans parmi les pays riches. Donc c'est en fait une conception de la liberté où on accorde beaucoup plus de liberté à l'individu, on accorde beaucoup plus d'importance à la liberté des individus qu'au droit collectif à un débat apaisé. Donc le chemin de l'absence de régulation pris par Elon Musk semble absolument orthogonal avec ce qui est souhaitable. En revanche, il y a des initiatives très intéressantes qui peuvent rendre aussi optimistes qui sont en train d'être montées. Par exemple, vous pouvez consulter une application qui s'appelle, ou une application, un site web tout simplement, qui s'appelle Tournesol, qui est développé par des ingénieurs et chercheurs français et suisses, qui vise à créer un homologue à YouTube pour faire émerger des vidéos à caractère d'utilité publique. Et pour ce faire, en fait, il recueille des votes de tous les utilisateurs. Et il ne se contente pas juste d'avoir un like ou un dislike. Il demande aux utilisateurs d'évaluer la vidéo suivant plein de critères. Le caractère pédagogique, le caractère d'utilité publique, le caractère distrayant également, puisque c'est important. Le but n'est pas de créer des contenus extrêmement rébarbatifs et utiles, sinon personne ne voudra les consulter. Donc plein de critères qui font effectivement émerger des vidéos de très bonne qualité scientifique et tout à fait intéressantes. Donc ça, et puis il y a surtout une base théorique, puisque en fait, la question de savoir quel contenu recommander à plusieurs milliards d'humains n'a absolument rien de trivial. Sur le plan éthique, comme philosophique, comme politique, c'est extrêmement complexe. À quoi on devrait collectivement accorder notre attention? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Est-ce que c'est la souffrance animale ou le changement climatique ou l'ostracisation de minorités? Enfin, énormément de sujets sont passionnants et très préoccupants. Et donc, cette plateforme, justement, se penche sur cette question éthique et technique extrêmement complexe de comment recommander des contenus d'utilité publique. Donc il y a des recherches en cours et une autre raison enfin qui me donne envie d'être optimiste, c'est que là où les États tirent une partie de leur pouvoir de la croissance économique et donc du statu quo économique qui est profitable, donc par exemple à l'industrie fossile ou à ces industries extractivistes qui détruisent à petit feu la planète, et ben, dans le cas qui nous occupe, pour l'information, il en va tout autrement. C'est-à-dire que, y compris aux États-Unis, on pourrait avoir l'impression que le pouvoir a partie liée avec les GAFAM, les très grandes plateformes numériques, mais en fait, ce n'est pas le cas. La démocratie américaine est terriblement affaiblie par l'omniprésence et l'omnipotence de ces réseaux sociaux dans le débat public.
On a vu par exemple que ça avait permis de mener au pouvoir quelqu'un d'aussi abject que Donald Trump, qui affaiblit beaucoup les États-Unis sur le plan de la scène politique internationale comme de la culture américaine. C'est probablement le pays où la polarisation a été la plus forte au cours des dernières décennies. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... les États-Unis sont quasiment au bord d'une guerre civile. D'ailleurs, il y a eu des premiers... l'assaut du Capitole a montré un exemple assez fulgurant. Il découlait en grande partie justement de la théorie QAnon dont j'ai parlé tout à l'heure. Les États-Unis sont au bord du gouffre politique. Donc la puissance politique a finalement très largement intérêt à réguler ces plateformes, là où c'est peut-être moins le cas pour des industries extractivistes. Donc il y a une chance qu'on régule collectivement. Ensuite, donc il y avait une autre question, c'était comment se protéger de l'ingérence chinoise chez nous. C'est extrêmement difficile. Un des grands problèmes des algorithmes, c'est qu'ils permettent une censure à très grande échelle, mais de façon très insidieuse. C'est-à-dire que là où, auparavant, pendant une guerre, l'État devait autoritairement interdire un type de contenu pour le censurer, ou bien largement placarder des affiches dans la rue pour faire sa propagande. Donc c'était quelque chose de très arbitraire et très visible. On comprenait ce qui relevait de la censure ou de la propagande. Aujourd'hui, la censure est opérée par des plateformes, mais de façon extrêmement insidieuse, puisqu'il s'agit en fait uniquement de renforcer la visibilité d'un contenu au détriment d'autres contenus. Donc on ne dit même pas des créateurs de contenu qu'ils disparaissent de la plateforme. Il n'y a pas besoin finalement de les bloquer littéralement. Il y a simplement besoin d'étouffer leur voix. Et c'est ce que fait déjà la Chine sur TikTok, par exemple. La Chine, si vous regardez sur TikTok et vous cherchez Xinjiang, c'est la province dont sont originaires les Ouïghours, donc cette communauté qui a fait l'objet de victimes terribles de la part de l'État chinois, de violences terribles de la part de l'État chinois. Mais vous recherchez des contenus sur le Xinjiang sur la plateforme TikTok. Il y a une étude d'un média australien qui a montré que 95% des contenus étaient neutres ou favorables à la politique chinoise au Xinjiang. Et donc on se rend bien compte que la Chine, vu comme c'est comme si Xi Jinping avait accès à une télécommande chez nous, chez plus d'1,5 milliard de personnes sur Terre, pour influencer son opinion sur tout un tas de sujets politiques. Donc si typiquement la Chine veut faire prévaloir l'idée dans l'opinion publique que finalement Hong Kong avait toujours été chinoise jusqu'à la guerre de l'opium et que c'est à cause de l'Occident que Hong Kong a été rendu indépendant et tout ça. Enfin, il y a plein de façons de promouvoir dans l'opinion publique que Hong Kong devrait être chinoise. Ben, la Chine pourra le faire grâce à cette télécommande qui dirige l'écran finalement de plus d'1,5 milliard de personnes. Donc une façon finalement assez simple de se protéger de la propagande chinoise, ce serait d'interdire TikTok. Et ça a des chances d'avoir lieu. C'est proposé par un magistrat aux États-Unis et il y a des discussions au Sénat, même aujourd'hui, en France, qui portent sur cette question. Simplement, on se rend bien compte que TikTok est à ce point populaire aujourd'hui, notamment chez les jeunes, que ça risque déjà de créer des mouvements de protestation terribles de vouloir le supprimer. Et enfin, la dernière question, c'était sur Prime Vert. Et on supposait dans cette question qu'à Prime Vert, on était largement protégé de l'effet des médias sociaux, puisqu'on s'en protégeait à l'échelle individuelle. Je pense qu'en effet, on est dans un milieu où on est en moyenne probablement plus éduqué, plus sensibilisé à ces questions, avec plus d'esprit, peut-être de recul critique sur la place des médias dans la société, par exemple. Néanmoins, je pense que ce serait présomptueux de croire qu'on peut s'en affranchir totalement, ne serait-ce que parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, même si on a une hygiène médiatique impeccable à son échelle, à l'échelle individuelle, je ne sais pas exactement ce que ça voudrait dire, hein, mais si on a ce type de rapport aux médias, on n'est absolument pas protégé de l'effet des médias et des médias sociaux sur la société. Donc on est finalement à peu près autant vulnérable que le reste des Français et Françaises qui baignent dans ce paysage médiatique. Bonjour. Merci pour votre exposé très riche. J'avais une question, comme vous disiez tout à l'heure, de faire un... Excusez-moi, ça doit être le temps d'avoir attendu de parler devant quelques personnes, mais ça arrive. Du coup, sur Facebook, par exemple, de mettre un exposé de plusieurs pages, ça ne fait pas concurrence par rapport à une vidéo ou quelque chose d'assez choc. Mais j'ai l'impression aussi que mettre juste une affiche ou un événement de certaines informations ne font pas le poids non plus. Par exemple, à Palestine 69, on essaye
de faire de la visibilité et donc de passer aussi par ces réseaux sociaux. Et est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une invisibilité qui se fait de par la nature de l'information elle-même? Je sais que c'est par les likes notamment que du coup ça crée la visibilité, mais des fois j'ai l'impression que même une affiche, quelque chose d'assez clair, simple, ne va pas être visible du tout par l'environnement, à part de sponsoriser son événement, donc de mettre de l'argent et donner de l'argent à Facebook. Voilà, et donc de rentrer dans la même logique. Et une deuxième question, j'ai toujours pas bien compris comment les pubs, c'est très pratique et peut-être vous l'avez dit, comment les pubs se faisaient cet argent? Est-ce que le simple fait de passer devant, quand je défile mon mur, donne de l'argent à la pub, où il faut cliquer sur la pub? Voilà, naïvement, à mon échelle individuelle, je me dis je clique pas dessus, du coup je ne donne pas de l'argent à la pub et j'utilise Facebook de manière libre, mais c'est sûrement plus compliqué que ça. Voilà, merci. Merci pour ces questions. Alors sur comment gagner la bataille contre l'algorithme et savoir comment rédiger un contenu pour qu'il soit massivement rendu visible. Personne n'a de réponse exacte là-dessus. Hein. Il y a plein de consultants en stratégie de communication sur les médias sociaux qui en font leur spécialité et qui prétendent connaître les clés de l'algorithme. On peut simplement, par expérience, faire de nombreux essais et puis voir ce qui marche concrètement ou pas. Et évidemment, il y a certains types de contenus qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Par exemple, la vidéo, les vidéos courtes sont très efficaces. D'ailleurs, les médias sociaux se livrent ce qu'on pourrait appeler une guerre des clones, c'est-à-dire que dès qu'un média social sort une fonctionnalité qui se révèle être très addictive, les autres médias sociaux copient cette fonctionnalité à la hâte. Donc, par exemple, TikTok, il s'est avéré que le format de vidéo courte d'une quinzaine de secondes, qui sont entièrement choisis par un algorithme à mesure qu'on fait défiler notre écran, ça s'est avéré être très concurrentiel dans la guerre de l'attention. Et donc, YouTube a sorti les Shorts, Instagram a sorti les Reels, c'est exactement à chaque fois la même chose. Ce sont des vidéos courtes de 15 secondes qui s'enchaînent grâce à une suggestion algorithmique. Donc le fait que ce type de format marche, ça montre peut-être malheureusement que c'est le type de format qui fonctionne très bien quand on cherche à capter l'attention. Mais ça veut aussi dire donc qu'on se soumet à des règles du jeu. On soumet, disons, l'écriture, la fabrication de nos contenus à ce qui va percer dans l'économie de l'attention. Et voilà, pour faire simple. Et concernant les publicités, donc en effet, j'ai dit tout à l'heure, ces fortunes se bâtissent aujourd'hui sur la publicité. Donc, par exemple, Alphabet, la compagnie mère de Google et YouTube, 80% de ses revenus sont d'origine publicitaire. Pour Meta, la compagnie mère de Facebook, c'est 98%. Pour la plupart des autres réseaux sociaux, c'est 100% ou presque. Donc, ce sont des entreprises extrêmement puissantes qui embauchent parmi les plus brillants scientifiques de la planète, mais qui sont en fait des entreprises exclusivement publicitaires. D'ailleurs, dans la croyance collective, on a l'impression que les 4 milliards d'utilisateurs réguliers des réseaux sociaux sont les clients des réseaux sociaux et que l'information au sens large sur les réseaux sociaux est leur produit. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout ce qui se produit. C'est que les 4 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux sont le produit des réseaux sociaux, ou en tout cas notre temps d'attention est leur produit, et leurs clients, ce sont les annonceurs publicitaires. Donc comment ils servent leurs clients ? Tout simplement, ils mettent aux enchères des encarts publicitaires, enfin des emplacements publicitaires, et on peut acheter de la publicité sur Facebook ou sur YouTube, tout ça, soit au like, c'est-à-dire plutôt à l'impression écran, c'est-à-dire le nombre de fois qu'une publicité va juste être rendue visible dans votre fil d'actualité. Vous pouvez par exemple acheter 1000 impressions écran pour quelque chose de l'ordre de quelques dollars. Ou vous pouvez acheter au clic. Et à ce moment-là, c'est plus cher, puisqu'évidemment, c'est beaucoup plus rare de cliquer que de simplement laisser défiler l'écran. Et là, je crois que c'est de l'ordre de quasiment $1 pour acheter un clic sur une publicité. Donc voilà, des milliers et des milliers d'entreprises ont compris que c'était la meilleure façon d'être rendu visible, y compris des entreprises qui font des choses pas néfastes ou inutiles, hein, des entreprises qui font des choses très bien. Elles passent par les médias sociaux, elles achètent à Facebook, à YouTube, à Instagram, de l'emplacement publicitaire. Et ces très modestes sommes, de quelques centimes à quelques dollars, multipliées par les centaines de millions d'années passées par l'humanité sur ces médias sociaux, aboutit donc aux entreprises les plus riches de la planète. Dans la perspective d'un monde
post-pétrole et post-multi-ressources, est-il raisonnable d'espérer une baisse en puissance de cette algocratie, ou bien est-il à craindre des mécanismes de monopolisation de type géopolitique, économique, de monopolisation de ces ressources du système algocratique pour se maintenir? Je fais le pari de l'hypothèse B, puisque le contrôle des flux d'informations est à ce point capital qu'il s'agisse de faire du marketing à grande échelle ou de la propagande pour un État, qu'on aura très probablement intérêt, ou que des gens auront intérêt à investir une grande partie de leur capital dans le fonctionnement de ces super ordinateurs qui alimentent ces super algorithmes qui captent notre attention. Finalement, même, on s'inquiète à juste titre beaucoup de la consommation d'énergie par le numérique, que ce soit sous forme d'énergie grise ou d'énergie pour l'entraînement des intelligences artificielles dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Mais en fait, cette consommation d'énergie, bien qu'importante pour l'utilité qu'ont ces algorithmes, reste très modeste au regard d'autres postes de consommation. Et alors, par exemple, la société... ça, c'est un autre problème très important de l'intelligence artificielle. Donc, vous savez qu'on entend énormément parler, par exemple, de ChatGPT en ce moment. On entend énormément parler aussi de DALL-E, donc des IA qui, en effet, rivalisent effectivement de prouesses et notamment qui semblent se rapprocher de certains aspects de l'intelligence humaine. Et dans le débat public sont massivement invisibilisés les IA, les algorithmes de recommandation des médias sociaux, alors que 4 milliards de personnes interagissent quotidiennement avec ces algorithmes et que finalement ce sont les algorithmes qui construisent et qui mettent à jour notre représentation du monde. Donc cet écart est préoccupant. Pourquoi on s'intéresse à ce point à quelque chose qui génère des images automatiquement et à ce qui régit les flux d'informations à l'échelle planétaire, c'est bien dommage. Mais il y a un autre problème, c'est que la recherche aujourd'hui en intelligence artificielle se fait presque exclusivement dans des laboratoires privés qui appartiennent aux GAFAM notamment, puisque ça requiert des investissements considérables et qu'ils sont les seuls à mettre sur la table les montants correspondants. Rien que pour entraîner, par exemple, GPT-3, qui est l'algorithme sur lequel tourne ChatGPT. Donc, ChatGPT, vous en avez probablement toutes et tous entendu parler. C'est cet algorithme qui génère du texte de façon troublante de ressemblance avec ce qu'aurait pu faire un humain. Entraîner cet algorithme, ça coûte plusieurs millions de dollars rien qu'en électricité. On ne parle pas des superordinateurs, des composants, des salaires d'ingénieurs à payer, mais rien qu'entraîner une fois cet algorithme, ça demande tellement d'électricité que ça demande plusieurs millions de dollars. Donc on se rend compte que ce ne sera pas des petits hackers dans leur garage qui vont développer des IA favorables disons, à l'intérêt général. Donc en effet, il y a de grandes chances que des acteurs plutôt centralisés, autoritaires, bénéficient de leur pouvoir actuel pour continuer à faire perdurer cette arme d'influence extrêmement puissante, quoi. D'abord, merci pour votre exposé extrêmement riche, même pour des gens qui ont le temps de s'informer et qui militent. La plupart des gens savent que parmi les actionnaires du monde, il y a, comment s'appelle-t-il? Xavier Niel. Xavier Niel. Mais moi, j'ai découvert justement sur Facebook que Xavier Niel, sa compagne, eh bien, c'était la fille de Bernard Arnault, d'une part. Dans ce petit article que j'ai trouvé sur Facebook, j'ai découvert que, en fait, les marques de Bernard Arnault assuraient 30% des recettes publicitaires de la presse en général. Donc, comme le titre de votre conférence, c'est « Notre planète brûle et nous likons. Comment gagner la guerre de l'information ?» Alors, c'est un titre très pertinent. C'est d'ailleurs en partie pour la formulation très parlante que je suis venu à cette conférence, plutôt peut-être que par une autre. Et concernant les réseaux sociaux, je milite beaucoup sur Facebook. Et des fois, j'écris liker, c'est sympa, mais partager, c'est utile. C'est beaucoup plus utile. Donc, c'est une façon de répondre à une question qui avait été posée pour trouver des pistes un peu optimistes. Et deuxième exemple de militantisme en recherchant une certaine efficacité,
dans cette bataille des retraites dans lequel je suis assez investi parce que j'ai un site sur ce sujet-là depuis 2010. Il va y avoir très probablement des grèves reconductibles qui vont démarrer à partir du 7 mars, puisque l'intersyndicale a carrément annoncé sa volonté de mettre à l'arrêt le pays s'il n'y a pas retrait de l'article 7 de la réforme, le passage à 64 ans. Eh bien, un moyen efficace qu'il y ait ces grèves reconductibles et qu'elles mènent au succès, c'est qu'il soit organisé un soutien financier massif aux salariés qui partiront en grève reconductible. Donc moi, j'écris des notes aux députés ou à certaines personnes pour leur faire comprendre cette chose-là qui provient de mon expérience syndicale et politique, puisque bon, à 76 ans, j'ai milité à la fois en politique et en syndicalisme. Donc je crois qu'il faut rechercher l'efficacité lorsqu'on écrit des choses sur Facebook ou à différents endroits, et même si ça ne fera pas à soi seul gagner la bataille. Oui, on a intérêt, mais, malheureusement, à se plier aux règles du jeu de maximisation de l'audience, y compris quand on veut mener nos propres combats. Et pour la question, c'était plus une information qu'une question sur le journal Le Monde, Xavier Niel et sa compagne. C'est le cas donc d'une grande partie de la presse privée. Hein, comme j'ai dit, c'est 80% de la presse en termes d'audience qui appartient à des milliardaires ou à des familles de milliardaires aujourd'hui en France. Et pour l'anecdote, donc le titre de ma conférence que j'ai jugé très bon, Notre planète bulle et nos laïcons, c'est mon père qui l'a trouvé. Et mon père, il se trouve que c'est un fidèle lecteur depuis des décennies, oui, je crois que c'est des décennies, en tout cas des années, du journal Le Point et des Échos, ce qui est donc pas ce qu'on fait de mieux en termes d'indépendance du capital. Ça m'énervait tellement au bout de quelques années que j'ai fini par le désabonner du Point, sans lui dire, j'ai envoyé une lettre de résiliation. Et pour les Échos, c'est ma petite sœur qui est en train de s'y atteler en ce moment. Et c'est plus compliqué parce que c'est un quotidien, donc il s'en rendra compte plus vite. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de bonne action, très volontariste dans vos familles. Ou on peut s'abonner à de la bonne presse aussi, mais en cadeau de Noël. C'est ce que j'ai fait, je les ai abonnés au Monde diplomatique, sans aucun conseil. Moi, je voulais dire un petit mot sur Jean-Marc Jancovici. Donc, qui ne connaît pas Jean-Marc Jancovici dans la salle ? Ah, quelques personnes. Mais voilà, donc c'est la personne qui a fait l'éditorial, là, très bien. Et par contre, Jancovici, moi, je le trouve assez, pas droit, disons. Donc, il est très très bon sur tout ce qui est économie de CO2, climat, etc. Et par contre, lui, ses solutions. Alors, il a une formation d'ingénieur des mines. Donc, pour lui, le nucléaire est une solution très acceptable, alors que c'est devenu la plus chère, la plus dangereuse et la plus lente des énergies. Et puis, donc, il n'aime pas les renouvelables. Donc, tous les moyens, y compris les calculs comptables un peu foireux, sont bons pour lui pour démonter les renouvelables. Et je donne juste un petit point de vue. Après, ce n'est pas le sujet direct, mais on retombe sur l'information. Et par exemple, dans ses conférences, il dit un monde 100% renouvelable, on sait ce que c'est, et il projette une diapo du Moyen-Âge avec donc une charrette à bœuf ou à cheval, un moulin à vent, un bateau à voile, voilà. Alors qu'on a des technologies, non pas que j'encense la technologie, mais on a des technologies très très au point pour redevenir 100% renouvelables. Il y a des tas de scénarios 100% renouvelables, donc il y a ceux de l'ADEME, il y a ceux d'associations, de Greenpeace, des Verts, etc. Et moi, mon préféré, c'est le scénario Négawatt, avec un N comme négation. Et donc, ils mettent à jour, ça doit être la 5e version du scénario Négawatt 100% renouvelable. Et leur dernière édition, elle tient compte des matériaux. Ils ont mis au point Négamat. Et donc, ils respectent aussi les objectifs du développement durable de l'ONU. Et pour les matériaux, par exemple, ils disent les Français, on est 30% de la population mondiale, donc on a droit au même pourcentage de cuivre, de tous les métaux, etc. Donc regardez Négawatt. Et puis donc demain, il y a une conférence d'Hervé Kempf. Le nucléaire n'est pas bon pour le climat. 12h15, et c'est ici, salle lumière 8. Voilà. C'était juste un commentaire sur Jancovici parce qu'il y a vraiment du tri à faire. Juste un commentaire neutre sur Jancovici. Non, mais même si c'est sans lien avec l'objet de ma conférence, ça illustre parfaitement un des points, qui est qu'on retient très fortement un point de Jean-Marc Jancovici, qui serait qu'il serait pro-nucléaire et anti-renouvelable. Et la façon dont ça illustre ce que je dis, c'est que Jean-Marc Jancovici, si vous écoutez par exemple ses 12 heures de cours aux mines, le nucléaire doit occuper 3 ou 4% de ce qu'il raconte.
Simplement, c'est le sujet le plus clivant. Donc c'est naturellement ce qui va ressortir le plus sur les médias sociaux. Et là où on devrait, je pense, en France, et dans la communauté écologique en tout cas, être à 95% d'accord avec ce qu'ils racontent, mais on retient uniquement ce qui fait débat. Alors que si vous êtes par exemple partisan du scénario Négawatt, on devrait tous se ranger derrière la proposition de Jean-Marc Jancovici, qui est avant tout la sobriété énergétique. À aucun moment, Jean-Marc Jancovici ne dit que le nucléaire va nous sauver de quoi que ce soit. Il dit juste que bon, il y a très peu de chemins souhaitables qui s'ouvrent à nous. L'urgence, c'est de faire décroître massivement la consommation d'énergie, et ça, on est tous en général d'accord dans la communauté écologique. Mais voilà, ce qui va ressortir, c'est des fausses interviews de l'Express ou du Point qui vont terriblement être mis en exergue par les algorithmes, qui montrent Jancovici, voilà, 100% pro-nucléaire, juste pour faire le lien avec ce que j'ai raconté. Avant de passer le micro, je vais profiter que j'ai le micro pour donner 2 informations, ou 3 même. Vous avez parlé de l'Europe, un point en Europe, un média européen, c'est Arte, qui est extrêmement intéressant. Actuellement, il y a toute une série sur la propriété, par exemple, et on pourrait en parler, puisque c'est considéré, et particulièrement les personnes morales, donc les médias. Il y a une dame qui a parlé d'Acrimed, il y a aussi le site Arrêt sur Image, qui est extrêmement intéressant pour décrypter l'image et justement qui fait de la critique média depuis 2009 maintenant sur Internet. Et 3e point, Hervé Kampf est aussi le rédacteur en chef de Reporter.net, qui est un site d'information écologique qui propose beaucoup de reportages et de choses intéressantes. Voilà. Merci. Et vous avez parlé vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait qu'un des moyens, ce serait ou le moyen de passer par la loi. Pour empêcher les plateformes, pour enrayer. Bon. Je ne vois pas que ça puisse être autrement que par un droit international, mais peut-être il faudra bien sûr qu'il faudra des étapes et qu'il faudra peut-être passer par des droits nationaux, etc. Alors j'aimerais bien que vous expliquiez un peu de quel type de droit, de quel type de loi auquel vous pensez. Et parce que j'ai regardé une partie du documentaire sur l'explosion folle des réseaux au moment du divorce de Johnny Depp et Amber Heard. J'en ai regardé qu'une partie parce que ça devenait, j'avais l'impression de devenir folle de l'obscénité. Et c'était un documentaire pourtant, c'était supposé être un peu sérieux, mais aussi de la manière dont c'était effrayant, comme ça explosait. Et j'ai regardé aussi une bonne partie du documentaire sur Tim George et compagnie. Vous voyez l'équipe israélienne qui fait des fake news, enfin des désinformations, des mensonges, et qui capte des élections et autres, voilà. Et qui doit être lié je ne vois pas que ça ne soit pas lié aux plateformes. C'est parce que ça doit passer par ce type de réseau pour être efficient. Et je me dis, là, alors d'abord, quel type de liens ont-ils, enfin, mais vous n'avez pas l'air de les Je ne connais pas les 2 documentaires auxquels vous faites référence. Oui, mais en dehors des documentaires, Tim George, vous connaissez ça vous... Non, désolé. Ah bon? Voilà. Ok, très intéressant. Ouais. Voilà. Et avec l'IA par-dessus, parce qu'il y a bien évidemment, quand on lance des opérations comme ça, c'est les robots qui démultiplient. Il n'y a même pas besoin, vous avez parlé d'humains qui étaient payés pour faire le boulot. Les robots font très bien le boulot, ils sont moins chers, ils ne réclament pas la 6e semaine, etc. Alors, voilà. Donc, quel lien ce type d'organisme peut avoir avec les réseaux sociaux et comment on peut arrêter ça? Parce que j'en parlais avec mes amis et d'autres amis, on ne voit pas qu'on puisse arrêter ça. Voilà. Bon.
Enfin, vous êtes peut-être optimiste. Première question sur la loi. Ce serait de garantir l'indépendance en termes de capital, d'une part pour les médias traditionnels, du capital des médias traditionnels avec le capital privé, le capital d'affaires, et la concentration aux mains de quelques personnes ou une famille de milliardaires. Là, c'est extrêmement facile de le faire. Il suffit de le décréter, d'obliger la vente de ce capital très concentré et d'offrir la possibilité à des milliers de citoyens de racheter ses parts. Pour ce qui concerne les médias sociaux, une des propositions, c'est celle de Margaret Vestager, qui est à la concurrence à la Commission européenne, et qui propose tout simplement d'interdire le modèle de la publicité ciblée et d'obliger les plateformes à passer au modèle par abonnement. Alors, c'est probablement pas une condition suffisante à quitter l'audience comme unique objectif des plateformes, puisque un exemple, c'est par exemple Netflix. Netflix est payant et malgré tout, il y a une course à l'audience qui s'opère aussi chez Netflix. Par exemple, le patron de Netflix, Reed Hastings, a dit devant ses salariés nous n'avons plus de concurrence sauf un, c'est le sommeil, et nous sommes en train de gagner. Donc il y a vraiment un objectif absolument assumé de la part des dirigeants de cette plateforme de vouloir capter notre attention, même à l'encontre de nos intérêts physiologiques les plus basiques. Néanmoins, si on les oblige à basculer sur un modèle par abonnement ou à bénéficier de financement public, pourquoi pas, ça leur permet de s'affranchir de cette course à l'audience comme unique objectif, quoi. Et après, on pourrait rentrer beaucoup dans le détail. Bon, l'Europe aujourd'hui accorde beaucoup, et à mon sens beaucoup trop peut-être, d'importance à la notion de transparence. En fait, la notion de transparence est très commode puisque quand on entend algorithme, 99% des gens se sentent désemparés en disant je ne sais pas ce que c'est un algorithme, j'ai jamais fait de mathématiques, je n'y comprends rien. Donc si on dit transparence, subitement on se dit mais c'est super, ça va nous paraître beaucoup plus clair et on va comprendre le rôle des médias sociaux dans la formation des opinions, la diffusion des idées et tout ça. Et en fait, c'est comme si on pensait qu'il était indispensable de connaître le fonctionnement d'un moteur thermique pour comprendre l'utilité d'une voiture. On n'a pas du tout besoin d'ouvrir le capot pour savoir à quoi sert une voiture. Pas plus qu'on a besoin d'ouvrir le capot pour mettre en place un code de la route. On voit bien qu'une voiture est dangereuse indépendamment du fonctionnement du moteur. Donc les algorithmes, en fait, sont simplement des programmes informatiques. Ils n'ont pas de volonté propre. Ils ne font qu'obéir très efficacement et aveuglément à la volonté, aux objectifs de leurs créateurs et de leurs propriétaires. Aujourd'hui, l'objectif des principaux propriétaires des algorithmes, c'est la prédation de notre vie sociale et culturelle à des fins de marketing ciblé. C'est cet objectif qu'il faut remettre en cause avant même de s'intéresser aux mécaniques internes de l'algorithme. Ce n'est pas du tout utile de savoir quel chemin emprunte l'algorithme pour arriver aux fins, tant que les fins sont mauvaises. Il faut d'abord attaquer ces fins. Donc si on remet en cause cet objectif, et ça on peut le faire par la loi, on peut dire que les plateformes n'ont plus le droit d'émettre de la publicité ciblée et mécaniquement, ça fait que leur course à l'audience diminue, par exemple. Ben là, on commence à s'intéresser aux questions un peu de fond. Et merci pour les nouvelles récentes dont je n'avais pas entendu parler. Je vais consulter ces informations, mais en général, le rôle des plateformes est total dans ce genre d'affaires, puisque, comme vous le dites, c'est la façon dont on accède à des milliards de paires d'yeux quotidiennement. Et en plus, on le fait de façon extrêmement simplifiée et facilitée. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été montrée, par exemple, que pour le prix d'une voiture d'occasion, de l'ordre de $1000, on pouvait toucher la population d'un État sur un média social avec n'importe quel type de communication mensongère. C'est-à-dire vraiment, les plateformes se vendent au mieux-disant. Là, je parle des mécaniques de promotion de l'information organique, c'est-à-dire ce qui se fait naturellement pour maximiser l'audience et donc les revenus publicitaires des compagnies. Mais si on cherche à acheter de la publicité, plutôt qu'à simplement faire une publication tout seul dans son coin, on peut acheter la visibilité. Il y a quelqu'un qui a écrit « Freedom of speech is not freedom of reach ». C'est une phrase très importante. Il dit « La liberté d'expression n'a rien à voir avec la liberté d'atteindre n'importe quelle audience ». Mais aujourd'hui, aux États-Unis, alors il y a évidemment un caractère sacré du premier amendement de la Constitution qui dote donc les Américains de cette liberté inaliénable d'expression. Et c'est au nom de cette liberté d'expression qui est instrumentalisée qu'on dit les réseaux sociaux ne doivent souffrir d'aucune limitation et aucune règle à leur fonctionnement. Ce qui en fait consiste à faire la loi du plus fort, à donner la parole à celui qui parle le plus fort et qui s'exprime le plus grossièrement, le plus vulgairement, de la façon la plus outrancière, et aussi à celui qui paye le plus pour être écouté. Donc ce sont que des mécaniques qui sont purement contingentes, qu'on peut tout à fait remettre en cause avec le droit.
On n'est absolument pas condamné technologiquement à choisir ces règles d'organisation. Donc c'est en ça que je ne suis absolument pas optimiste sur l'état actuel de la diffusion de l'information, mais en revanche, on peut être tout à fait optimiste sur la possibilité physique d'un changement, quoi. Et on a raison, bien sûr. Simplement, on a l'impression de subir très fortement des contraintes, parce qu'elles font référence à un passé historique qui est beaucoup plus proche et difficile. Par exemple, on craint énormément la propagande et la censure d'État, mais on se préoccupe assez peu du fait qu'un autocrate puisse gérer tout seul les règles de diffusion de l'information pour toute la planète. Et vraiment, Mark Zuckerberg est l'actionnaire majoritaire de Facebook, qui est la plateforme la plus utilisée sur Terre. Il peut décider du jour au lendemain d'invisibiliser, par exemple, les contenus politiques de la plateforme. Et c'est pas, non seulement il le peut, mais il l'a fait. Comme la plateforme était victime de beaucoup d'accusations liées justement au dévoiement des élections démocratiques, il s'est dit, bon, bah, finalement, est-ce que le moyen le plus simple, c'est tout simplement pas d'invisibiliser tout contenu à caractère politique? Donc Mark Zuckerberg décide d'apolitiser la planète, plus ou moins. Il y a des études qui montrent l'audience des principaux médias d'information politique aux États-Unis, y compris des médias de qualité, ou des principales personnalités qui s'expriment en faveur de l'un ou l'autre camp. Et leur audience a été divisée par à peu près 10 en l'espace de 2 ou 3 ans. C'est-à-dire que les contenus politiques sont massivement invisibilisés du paysage de l'information. Est-ce que c'est pour le meilleur? Je pense que ce n'est pas une bonne façon de résoudre le problème que de mettre complètement la question de côté. Et ça, c'est à nouveau une personne seule qui fait une censure équivalente à celle de Xi Jinping, et pour tous les pays, pour 4 milliards d'habitants. C'est une situation qui est disons, effrayante dans ce qu'elle se rapproche de la dictature, quoi. Oui, j'avais une petite question. En fait, c'est si je mets en équation un peu 4 paramètres que je vais évoquer juste après, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu la guerre de l'éducation. Moi, j'ai 2 adolescents à la maison qui sont connectés, que je freine des 4 fers, des 4 pieds autant que possible, mais c'est un combat qui est très très complexe et au quotidien. Mais j'essaye quand même de les informer, de leur faire comprendre. Je suis ingénieur de formation, donc je leur explique un peu les coulisses, ce que vous avez expliqué brillamment. Mais si je résume, on a donc des enfants qui sont biberonnés aux réseaux sociaux massivement, et sans beaucoup de garde-fous. On a des réseaux sociaux qui ont une unique finalité, c'est effectivement de garder cette emprise-là. On a l'émergence ou le développement assez flippant des intelligences artificielles avec ChatGPT. On attend la version 4 et on va voir ce que ça va apporter. Mais donc là, on a une exponentielle qui est assez flippante aussi. On a eu Cambridge Analytica, et finalement ce que vous évoquiez, madame, le scandale qui est sorti cette semaine, c'est un peu la même chose, hein. C'est une boîte israélienne donc, qui manipule et qui est capable de déstabiliser comme ça des États ou de faire dire à la presse tout un tas de choses qui sont fausses. Et le 4e paramètre, c'est les États totalitaires. Vous avez évoqué la Chine. Donc quand je mets un peu ces 4 paramètres-là en équation, c'est assez inquiétant. Et qu'est-ce qui nous reste, à part effectivement la notion de démocratie, la notion d'éducation? Ça me fait penser, et je termine là-dessus, un parallèle. En 1996, il y a une brebis qui est née et qui a beaucoup fait parler d'elle. C'était la première brebis clonée. Et là, il se trouve, j'ai l'impression de me souvenir que aussi bien au niveau de la population, de la communauté scientifique, des médias et du coup derrière des politiques qui ont fait leur boulot, ils ont mis en place les garde-fous. Bon ou pas bon, j'en sais rien, je ne veux pas ouvrir le débat, mais il y a eu cette prise de conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas un peu en train d'essayer de raccrocher les wagons, ou alors le train est déjà parti et jamais on le rattrapera, par rapport à tous ces enjeux de réseaux sociaux, d'intelligence artificielle et de ce que ça a comme conséquence sur l'humanité? Merci déjà pour le très brillant résumé efficace des points qu'on a abordés. Est-ce que le coup est parti et il est trop tard? C'est très difficile à dire. Et d'ailleurs, souvent, on me pose la question, mais est-ce que c'est possible que les algorithmes désobéissent à leur créateur humain? Est-ce qu'il est possible? Et en fait, c'est massivement le cas, puisque une grande partie des conséquences déplorables des médias sociaux, notamment à l'échelle collective, ne sont pas le fait d'une volonté humaine. Si je prends le cas de la polarisation aux États-Unis, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas, c'est pas les ingénieurs de Facebook ni même de Mark Zuckerberg d'avoir voulu polariser l'opinion américaine. C'est simplement leurs intérêts économiques qui ont provoqué cela. Si on prend l'exemple du génocide des Rohingyas en Birmanie, bien sûr que ce ne sont pas des ingénieurs chez Facebook qui ont décidé de créer ça. La désinformation, à nouveau, ce ne sont pas des ingénieurs ni des dirigeants qui cherchent à provoquer ça. Donc finalement, les algorithmes génèrent énormément de conséquences
Et encore, là, on parle uniquement de celles qu'on arrive plus ou moins à mesurer, mais il y a énormément de choses qui se font complètement à notre insu. Et c'est pas... C'est une hypothèse que ce soit déjà plus ou moins trop tard et que le paysage de l'information soit trop corrompu pour revenir donc aux déclarations du Bulletin of the Atomic Scientists. C'est intéressant de lire le rapport. Peut-être qu'en effet, dans ce paysage de l'information, on a l'impression que finalement on a prise sur rien, puisqu'on n'est même plus capable de s'accorder sur un dénominateur commun. On n'est même plus capable de s'accorder sur une base de réel, même la plus évidente. Quand on parle de théorie du complot comme QAnon, on se rend bien compte que si on n'est pas d'accord pour s'accorder sur le caractère absolument improbable et ridicule de ce genre de théorie, on a encore des chances bien moindres de s'accorder sur la réalité ou l'origine humaine du changement climatique ou sur les meilleures façons d'y mettre fin collectivement. Et le problème que je décris là, en plus, il faudrait que ce problème devienne d'utilité publique, devienne très haut dans le débat public. Et ça, comme c'est un sujet, voilà, on a dû en discuter pendant 1 heure, prendre un peu de temps. C'est probable que ce sujet ne devienne jamais mainstream. Donc, est-ce qu'il est trop tard pour que ça devienne un sujet qui passionne les foules? Probablement, mais je pense qu'il y a quand même quelques signes. Quand je m'intéresse à ce sujet depuis 3-4 ans, je vois qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des chances assez sérieuses, par exemple, qu'une des méga plateformes soit démantelée purement et simplement. Si c'est le cas, ça générera des prises de position massives de tous les intellectuels, énormément de débats. Malheureusement, ces débats se feront notamment via les médias sociaux et via les médias qui appartiennent aux milliardaires, donc peut-être pas pour le bien de la nuance, mais malgré tout, on sent qu'on est vraiment à l'approche d'un tipping point, d'un point de basculement où ce point pourrait finalement déclencher une issue plus favorable que la situation actuelle. Mais... Merci. Connaissez-vous Alexandre Monin qui parle d'un futur obsolète au sujet du numérique et en fait, atteignant les limites de la planète, tout va non pas tranquillement, horriblement s'arrêter, on va dire. Et connaissez-vous l'association Systex et sa salariée Aurore Stéphan, des ingénieurs géologues miniers qui analysent les états des mines partout dans le monde et qui prônent la dénumérisation du monde, à savoir que au-delà de cette désinformation catastrophique, toutes nos machines sont issues de l'extractivisme, de l'exploitation d'hommes, de femmes, d'enfants, du début de la chaîne jusqu'à la fin, jusqu'à nos décharges électroniques au Ghana ou ailleurs. Donc c'est indéfendable rien que par la technologie utilisée. Merci. Réponse courte, oui et oui. Donc Alexandre Monin, je le connais personnellement, je travaille avec lui pour la métropole de Lyon en ce moment sur des enjeux de prospective. Et Aurore Stéphan, je ne la connais pas personnellement, mais je l'ai écoutée en vidéo dans son interview sur Thinkerview, par exemple, qui est une chaîne YouTube qui présente l'avantage de laisser beaucoup de temps pour s'exprimer aux intervenants. Donc les deux disent des choses très intéressantes. Merci pour tout ce que vous avez dit sur l'algocratie. Et je transposais à cette vidéo que j'avais vue qui retraçait le débat Claude Allègre, entre Claude Allègre et Valérie Masson-Delmotte, sur un débat où le journaliste laissait Claude Allègre couper la parole et faire à Valérie Masson. Et donc, c'est comme ça que Claude Allègre a pu faire du buzz et raconter toutes ces contre-vérités qui ont mis beaucoup plus des années à être démenties. Donc déjà, est-ce que ça pourrait pas faire l'objet d'un arrêt sur image en quelque sorte, et donc quelque chose qui pourrait être transposable sur les algorithmes dont vous parliez? Je pensais aussi à une deuxième piste de résistance, c'était l'humour. Je repense à cette image, quelqu'un qui est une tête de mort qui est reliée par des chaînes à un écran télé, puis c'est marqué « on a plein de nouvelles chaînes ». Et puis, un troisième axe, c'est tout à l'heure un monsieur qui parlait des grèves que moi aussi j'espère voir s'intensifier le 7 mars, et avec un blocage du pays, un blocage qui signifie peut-être qui pourrait être l'espoir d'un déblocage de la démocratie, puisque ça pourrait être l'occasion enfin que les gens se reparlent de bouche à oreille, et donc en chair et en os, et non plus par écran interposé. Mais donc sur les premières questions, c'est est-ce qu'on peut utiliser les médias sociaux à bon escient et en utilisant les codes
qui participent à la visibilité des contenus soi-même pour la bonne cause, bien sûr, on peut le faire. Il y a beaucoup de youtubeurs brillants sur les questions climatiques qui arrivent à traiter le propos de façon à la fois enjouée alors que c'est terrible et distrayante alors que c'est des propos de nature plutôt scientifique et tout ça. Donc il y a plein de façons de le faire. Simplement, la pente de moindre résistance nous embarque vers des contenus de plus en plus faux, stériles, outranciers et tout ça. Mais il y a quand même des façons, disons, moins pires et souhaitables d'utiliser les médias sociaux. La vidéo à laquelle vous faites référence sur le débat climato-sceptique, oui, bien sûr, ça pourrait faire l'objet d'un traitement par un média critique. En effet, un des rôles importants des médias, c'est de définir là où se situe le point de débat. Et peut-être qu'aujourd'hui, en fait, malheureusement, le débat ne se situe, ou heureusement, on ne se situe plus du tout entre climato-sceptiques et non climato-sceptiques. En tout cas, en France, il y a une grande majorité de Français aujourd'hui, d'après tous les sondages disponibles, qui s'accordent sur l'origine anthropique du changement climatique, donc qui ne sont pas climato-sceptiques. Donc ce n'est vraiment plus là le sujet du débat, mais il y a des chaînes qui continuent de faire croire, entre guillemets, que c'est encore là qu'il faut creuser, quoi. Donc, qui inviteront qui opposeront à un scientifique de renommée internationale sur le climat un climato-sceptique inconnu et prétendument expert dans son domaine. Donc cette capacité à définir là où se situe le débat est très problématique. Et la dernière question sur est-ce que la grève va provoquer un grand soir et un renouveau de la démocratie. je le souhaite de tout cœur et je ne me prononce pas sur l'issue de ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci beaucoup. Donc la librairie se situe juste à la sortie de la salle. Je vais m'y rendre pour discuter avec certains si vous voulez. Et n'hésitez pas à commander le livre directement au libraire.